Ces joies qui sont comme des douleurs, n'en parlons plus. Laissons ce monde mort écouler ses ruisseaux de sang jusqu'à la mer. Laissons la nuit monter et pénétrer le ciel de fulgurantes nuits. Monde obscur et maudit, dont le poids me soulève. Je vous charge des peurs, je vous charge des maux et du feu qui me ronge. Et je reste invaincu au bord de ce présent, fatal et dépouillé de gloire et de révolte. Je meurs lentement de vivre entre moi-même et la malédiction de ces jours inutiles. Il est vrai que dans ses débuts à Paris, il a travaillé pendant quelque temps à la ville de Paris, dans un emploi de bureau à la ville de Paris. Mais ensuite, il est tombé gravement malade. Il a eu une pneumonie. J'ai eu très peur à ce moment-là. C'était la vie ou la mort dans les 9 jours. Il y a échappé. Mais ensuite, après sa pneumonie, il n'a plus voulu aller travailler. Il s'était déjà inséré dans le groupe de Montparnasse et puis il a un petit peu par esprit d'imitation. Adamov, en particulier, lui avait laissé entendre qu'on ne peut pas être poète et employé de bureau. Et puis mon mari était jeune et puis influençable et puis il était fasciné par Montparnasse. Il pensait que c'était là sa patrie, en quelque sorte. Brevet est arrivé, il voulait absolument que je lui fasse son portrait. Je l'ai fait. Difficilement, j'avais plus de facilité pour faire un portrait au crayon comme celui que vous avez vu. Alors Prevel m'a dit cette chose extraordinaire. Boline ou Gustave, je ne sais plus comment il va. Faites-moi la bouche amère. C'était, si vous voulez, une figure anachronique pour nous. Et puis, maintenant, quand je relis les poèmes de Prevel, mais je me dis, mon Dieu, ils ne sont pas si mauvais, il y en a même de beaux. Et nous étions très durs, là, parce que quand je vois ce qu'on écrit comme poésie aujourd'hui, c'est très supérieur. Et il ne l'a pas su. Il ne l'a pas su. C'était vraiment un destin sinistre que celui-là. Il avait le sentiment que Adamov ne l'acceptait pas vraiment. Il l'a assez dit d'ailleurs dans ses carnets, dans son journal. Et c'est très probable que Adamov le supportait plutôt qu'il n'acceptait. Mais c'est quand même par Adamov qu'il a trouvé tous les amis qu'il a eus ensuite et qui, je dois dire, lui ont été fidèles jusqu'au bout, surtout dans sa maladie. En particulier, Marthe Robert, Gustave Boline et puis beaucoup d'autres. J'aimerais dire surtout que, au fond, Jacques Prevel, comme poète, j'étais jeune, j'étais peintre, et je suis passé à côté. À l'époque, en dehors de la peinture, qu'est-ce qui m'intéressait? Rimbaud, Baudelaire, Nerval, Apollinaire. En dehors de ça, il n'y avait rien. Alors, je n'ai pas compris. Le lundi 27 mai 1946, Jacques Prevel rencontre Antonin Artaud, le lendemain même de son retour de l'asile de Rodez. Après 9 ans d'internement, Artaud est enfin libéré grâce à l'action de ses amis. Quand il avait appris qu'Antonin Artaud allait revenir, bien sûr, ça a été pour lui tout un monde qu'il se faisait. Il était prêt à l'attendre. Mais auparavant, il avait publié les poèmes mortels. Et il avait mis en exergue des poèmes mortels une phrase d'Antonin Artaud qui se trouve, je crois, dans le Pesner. Il suffirait d'un mot, un simple petit mot sans importance, pour parler sur le ton des prophètes. Il ne me faudrait qu'un seul mot parfois, un simple petit mot sans importance, pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes. Un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, sorti de moi, qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être et qui, pour tout le monde, ne serait rien. Antonin Artaud.
Et c'est le prétexte qu'il a pris pour envoyer son livre de poèmes à Antonin Artaud. Et Antonin Artaud lui a répondu de Rodez une belle lettre de 8 pages où il disait qu'il n'aimait pas la belle littérature, mais que lui, justement, s'il s'était intéressé à son livre, c'est qu'il lui a semblé voir dans ce livre tout comme un dramatique et séculaire destin. En fait, il ne gagnait pas un sou, il était dans la misère, mais quand il a rencontré Antonin Artaud, alors ça a cristallisé cette sorte d'image mythique qu'il avait de lui-même, et il a vécu dans l'ombre d'Antonin Artaud. Ça a été une illumination quand même, cette venue d'Artaud dans la vie de Jacques Prévert, qui se sentait tellement seul d'abord, voyez, dans tout ce milieu de gens que je ne veux pas citer, bien entendu, qu'il fréquentait. Il était le parent pauvre, disons. Enfin, avec Antonin Artaud, il ne s'est plus senti le parent pauvre. Il avait l'impression qu'ils étaient d'égalité à égalité, ce qui n'était pas. Mais l'impression, c'est ce qui compte finalement. Et si un jour un homme se levait parmi les hommes, et si un jour un homme s'avançait parmi les hommes pour être mon ami, un homme assez pur pour m'éprouver tout entier, un homme assez fou et assez vide de sens pour me comprendre. Ah ben, c'est-à-dire qu'il écrivait son journal, n'est-ce pas? Alors bien sûr, dès les premiers jours, il a rencontré Antonin Artaud, il a écrit la relation ses relations avec lui. Il se plaignait de ne pas l'avoir fait assez dans les détails, mais enfin, malgré tout, vous voyez que ça a tout de même fait la matière d'un livre. Je sais que dans son journal, plus tard, en 1950, quand il était chez sa mère, il disait « il faut que je retrouve les moments passés avec Antonin Artaud. Quel dommage, j'avais une vie tellement partagée, tellement bousculée, quel dommage que je n'ai pas écrit davantage sur lui. » Mais au fond, malgré tout, j'ai bien l'impression qu'il a noté l'essentiel. Il est plus de midi. Artaud devait être au Flore à 11h15. Il surgit tout à coup, béret basque enfoncé jusqu'aux oreilles, le visage ravagé. Il ressemble à mon père à la fin de sa vie. La lèvre en lame de couteau, la parole coupante. Il dit à Marthe Robert, « Vous aimez ces gens parce qu'ils vous forcent à les aimer. Mais au fond, vous les détestez. » Mais je sentais vraiment une espèce de frère spirituel appelé. Appelé, j'emploierais vraiment ce mot religieux, parce que c'était un peu ça. Appelé à suivre sa voie et appelé à être comme lui.